Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur l'historique de l'inflation depuis janvier 2020. Alors ça peut paraître un petit peu, comment dire, soporifique comme ça, mais vous allez voir qu'on peut y voir extrêmement de choses intéressantes. J'ai commencé à travailler là-dessus de manière personnelle et je pense que ça vaut le coup de vous en faire partager un petit peu les réflexions. Qu'est-ce qu'on est, sur quoi on est là? On est tout simplement sur la courbe d'inflation aux États-Unis. Ici on la regarde depuis janvier 2020. Donc il y a globalement un an et demi, 2 ans, oui, 2022, vous voyez. Janvier 2020, et donc du coup, ici, voilà, vous avez toutes les l'histogramme de l'inflation. La barre bleue, c'est l'inflation avec ses taux nominaux. Vous voyez que hier, on a eu cette info qu'on était à 9,1%, donc c'est au niveau de la bleue, là, on est à 9,1%. Et je vous ai gentiment découpé en histogramme. Histogramme qui représente ici, pour la partie basse, ce que j'appellerais une inflation de demande, c'est-à-dire qu'on a enlevé les matières premières, donc ce sur quoi, finalement, la demande ne peut pas agir, hein, ce que vous êtes obligé vous êtes obligé de manger et de potentiellement circuler, en tout cas dans certaines mesures. Et donc du coup ici ce que j'appellerais une inflation de l'offre. Alors c'est un raccourci, mais en gros ici vous avez le core CPI, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui est les données en fait liées à plus ou moins aux matières premières, et ici les données qui j'appellerais de l'inflation des matières premières. Alors on reprend ici depuis le départ, c'est-à-dire en janvier 2020, et vous allez voir que ça va être extrêmement intéressant à décortiquer petit à petit, et vous allez voir que ça met en avant des mécanismes vraiment intéressants que de travailler comme ça, sous forme visuelle. Confucius disait lui-même, une image vaut mieux que 1000 mots, et là en l'occurrence, moi je trouve que le graphique parle un petit peu de lui-même. Donc on est ici en janvier 2020, apparition du Covid, finalement c'était Noël, etc. et tout, et puis le Covid, on se rend compte qu'il sort de Chine, qu'il commence à arriver un petit peu dans les autres pays, notamment l'Italie, etc. Je me souviens de ça, et ça commence à faire flipper un petit peu les marchés. Du coup, le pétrole ici nous fait un moins 21% sur le mois, hein, donc n'additionnez pas ici ces pourcentages, c'est des pourcentages mensuels à la baisse, donc on peut pas les additionner. Le mois suivant, eh bien, les conditions se corsent un petit peu, finalement, certains pays commencent un petit peu à flipper, à fermer un peu leurs frontières, le pétrole nous fait un nouveau moins 10%, et puis le mois d'après, mars 2020, qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis ferment leurs frontières, crack boursier, et crack boursier, et puis le pétrole qui nous fait un moins 48% en priceant bien entendu une récession à venir. À partir de là, notre ami Jérôme Powell et la Fed arrivent et commencent à faire marcher la planche à billets. Vous allez le voir si je vous rajoute là la masse monétaire en circulation au niveau des dollars. Vous voyez qu'ici on était déjà en train d'imprimer, mais tranquillement, et puis là ça part en parabole à partir de là. Alors la parabole s'infléchit un petit peu à partir du moment où tout ça se calme, mais vous voyez que ça part littéralement en parabole. Donc extrêmement intéressant à regarder déjà la genèse un petit peu de ce mouvement. Surtout ce qui moi je trouve intéressant à regarder, c'est cette énorme correction du pétrole qui finalement, malgré une demande ici, vous le voyez à 2,1, on est sur une baisse du coût des matières premières. Vous voyez que là on est sub-zéro, on est en dessous de zéro là, hein. Donc cette correction là engendre une inflation globale, malgré une inflation de demande à malgré une inflation de demande à 2,1%, l'inflation de demande, malgré une inflation, une inflation de demande à 2,1%, l'inflation globale reste, on va dire, à 1,5%, puisque les matières premières corrigent de 0,6. Ensuite, on continue encore plus profondément dans ce domaine, c'est-à-dire que l'inflation diminue, on est à 0,36% d'inflation, et moins 1,1, c'est-à-dire que les matières premières continuent de corriger, la demande se calme un petit peu également, vous voyez que là, on price une récession, mais étant donné qu'on a envoyé la machine à billets, et bien finalement on surdope un petit peu la demande. Ici une inflation à 0,10 avec une inflation de demande à 1,2, mais une correction des matières premières de 1,1. Donc vous voyez que là on est toujours sub-zéro, mais pour la plupart cette quasi-déflation, hein, ça aurait été vraiment historique d'aller dans la déflation. Cette quasi-déflation ne se fait pas puisqu'on a surdopé la demande. Et puis ensuite, on est sur ici moitié-moitié, c'est-à-dire 1,2% d'inflation de demande, 0,6 en inflation nominale en tout, et moins 0,6 de correction sur les matières premières. Globalement, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là sur le pétrole? Le pétrole, petit à petit, fait sa recovery. Le pétrole a fait son point bas là ici fin mars, on va dire, et puis petit à petit, il réaugmente tranquillement. Pourquoi ça se passe comme ça? Tout simplement parce que les pays de l'OPEP disent, bon, on a moins de demandes, donc on va fermer les robinets.
on va produire moins, on va restreindre la quantité de pétrole disponible dans le monde, tout le monde devra un petit peu taper dans ses stocks, etc. Et puis finalement, nous, notre pétrole va se raréfier. Donc du coup, ici, on a énormément d'annonces comme quoi toutes ces entreprises essayent de restaurer leur rentabilité sur l'année en fermant les robinets. Et c'est ce qu'il se passe. Et le moment où finalement on sort un petit peu de tout ça, je pense que c'était vers la fin 2020, vraiment après un an d'incertitude autour du Covid, etc., les vaccins arrivent, toutes ces choses-là arrivent. Si je me souviens bien, il faudrait regarder la date exacte du premier vaccin et de quand ça a été fait, mais si je me souviens bien, c'était vers la fin de l'année 2020. Et puis, à partir de là, les marchés se portent très bien. Le pétrole retour à son niveau pré-Covid un an après. Finalement, on est en mars 2021. Vous le voyez si je vous montre la courbe du pétrole, où là, on est en daily, mais on va se mettre en monthly. Donc tous les mois, là vous avez cette correction ici assez énorme, et puis finalement un an après, le pétrole revient à son niveau pré-Covid. Vous le voyez que c'est vraiment au dollar près. Là on est à 70 $ le baril, on était tombé à 19 $ le baril, complètement insoutenable, 19 $ le baril, c'est-à-dire qu'on tapait dans les stocks là et on était vraiment sur des niveaux où théoriquement énormément d'entreprises avaient fermé les puits, etc. Aux États-Unis, il faut savoir que aux États-Unis ça commence à être intéressant d'extraire à partir de 60-70 $ le baril, donc déjà pré-Covid on n'était pas très bien aux États-Unis, au niveau ici on était sur des prix où à peine on avait déjà fermé pas mal de puits. Et puis on va dire que en Russie ils avaient fait leur budget ici en 2020-2021, je me rappelle, à 40 $ le baril, donc on était à peu près sur ces niveaux là. C'est-à-dire qu'ils avaient été très pessimistes ici. Donc vous comprendrez que si on fait un budget à 40 $ le baril, aujourd'hui le baril est autour de 94, et bien finalement si vous vendez 2 fois moins de pétrole, vous rentrez toujours dans votre budget national. Globalement, c'est ce qu'on va dire, on met à part tout le reste. La Russie étant quand même un pays dont le pétrole est un élément très important pour la croissance. C'est pas le thème de la vidéo, donc du coup on va revenir ici sur l'inflation. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Eh ben, le pétrole revient à son niveau pré-Covid, et vous voyez que tous ces chèques de stimulus, toute cette augmentation monétaire, le fait qu'on ait imprimé ici à outrance et qu'on ait dopé l'économie commence réellement à prendre forme, puisque au niveau des marchés, on l'a vu très bien, il y a eu un rallye 2020-2021 a été un rallye assez conséquent, et puis ici on commence à avoir des 4,2 d'inflation, donc le mec lambda commence un petit peu à s'inquiéter, et Jérôme Powell nous dit mais vous inquiétez pas, cette inflation est transitoire, c'est-à-dire qu'elle fait partie de ces choses qui vont s'effacer dans le temps. Et là pendant 7 ou 8 mois, Jérôme Powell nous dit l'inflation est transitoire à chaque meeting. Il nous dit non, c'est normal, 5%, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et vous le voyez d'ailleurs, on a sur la courbe ici une inflexion qui pourrait presque lui donner raison. Vous comprenez ici que très légèrement ça descend, donc on pourrait presque se dire ah bah oui, en fait il avait raison, là c'est en train de baisser, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et puis là, bim, on se mange tout d'un coup 6,2% d'inflation, ouais, c'est ça, ouais, 6,2, avec un CPI autour de l'inflation qu'on va qualifier d'énergie qui augmente lui de 1,6. Donc là, on n'est plus, parce que tout simplement les entreprises, les multinationales du pétrole ne veulent pas rouvrir les robinets. Là, on est vraiment sur cette période où on est totalement avant la guerre et il y a aucune même énorme tension là-dessus, on est en octobre 2021, donc on est à facilement 6 mois de la guerre, et puis on a un premier pivot qui commence à se faire de la part de la Fed. Vous voyez l'augmentation de demande ici, 4,6, 4,9, 6%, 5,5, 6%, 6,4, et premier pivot de la Fed qui commence vraiment à dire bon bah là on va augmenter les taux, qui se passe en janvier 2022. Il faut comprendre ici que septembre, octobre, ça correspond, je crois que le deuxième top de Bitcoin était en novembre 2021, et janvier on est vraiment sur la grosse dégringolade. Je vous rappelle que le 4 décembre déjà, juste avant, on avait eu une très forte dégringolade suite à des annonces, des minutes de la Fed qui avaient été également publiées et qui avaient dit attention, au prochain meeting on va augmenter. Et puis là on a on va dire le caillou dans la chaussure de un petit peu tout le monde, qui est tout simplement l'invasion de l'Ukraine. Quelle est la réponse à l'invasion de l'Ukraine ? C'est des sanctions sur le pétrole, donc encore plus de pression
pression, on va dire, à la hausse sur le pétrole. Vous le comprenez que le pétrole monte à 130 $ le baril, je crois. Et là, donc, du coup, sur ce joug de l'inflation de l'Ukraine, se posent les sanctions sur le gaz, etc. Et on décide de finalement sacrifier un petit peu la croissance de l'Europe, je pense, à ce moment-là, même si je n'ai pas forcément d'opinion politique là-dessus, c'est pas vraiment la question. Pour le moment, je vous explique un petit peu juste les mécanismes, mais tout simplement, ici, il y a quand même une forte entente de la part de tout le monde pour se retrouver avec un pétrole qui, vous le comprenez, dans lequel on a souffert ici avec un pétrole autour de 60-70 $ le baril pendant un certain temps. Eh bien, on va doubler la mise ici sur toute cette période-là. L'inflation de l'Ukraine, je pense pas que ça soit quelque chose de coordonné ou quoi que ce soit, mais ça représente une aubaine pour ces multinationales du pétrole-là, et il y a peut-être effectivement des pressions qui se font de manière à accentuer les sanctions, que ça soit du côté russe comme ukrainien, puisque finalement tout le monde, quelque part, a tout à y gagner, et donc du coup, bah voilà, les choses se font comme ça. Ensuite, la Fed, effectivement, marque son pivot avec une première hausse de 0,25, vous le voyez, ça c'était en avril. Oui, avril ou mars, je sais plus, bon voilà, c'était dans ces eaux-là, 0,25, et puis ensuite deuxième hausse qui, elle, est à 0,5, et troisième hausse qui est à 0,75. Vous voyez qu'effectivement, dans ce contexte-là, alors ça met un petit peu de temps, mais la demande se calme, l'inflation de demande se calme, on passe de 6,5 à 6,2, ensuite 6 et là dernièrement 5,9. Donc cette inflation liée à la demande, par exemple quand vous avez plus d'accès au crédit, les taux d'intérêt sont faibles, etc., bah, vous allez plus facilement emprunter, être débiteur, acheter une maison, être de plus en plus, voilà, de plus en plus profiter de cet argent gratuit finalement qui vous est proposé avec des paiements différés, on va dire. Et puis surtout, vous vous dites, eh ben finalement, dans des contextes où l'argent se débase de 9% par an, est-ce que ça vaut pas le coup de prendre un crédit en France par exemple, je sais pas quels sont les taux actuellement, mais à l'époque, moi c'était dans ces moments-là autour de 0,6 ou des choses comme ça. Donc c'était vraiment voilà, intéressant de se dire, bah en fait, je vais tout simplement ici peut-être profiter de cette aubaine de crédit, tout simplement. Ça s'appelle l'effet Cantillon, ça, j'ai déjà expliqué sur la chaîne, c'est tout simplement que pour ceux qui ont accès au crédit, l'inflation est une aubaine d'investissement parce que, eh bien, ils ont déjà de l'argent, mais en plus, ils ont cette possibilité d'en emprunter plus, donc finalement, du coup, de faire un petit peu un double effet qui se coule là-dessus. Donc, ce que je veux que vous compreniez ici, même si j'ai pas envie de parler comme un prof, c'est pas du tout l'histoire ici, mais le point de ma pensée ici, c'est que en ce moment, on est sur un CPI des matières premières qui est en train de s'élargir. Vous le voyez là, 2%, 2,1, 2,6, 3,2, tout simplement en raison aussi de cette info énorme, mais également en raison de l'entente qu'on peut avoir sur toutes les matières premières, que ça soit tout simplement le blé, les fertiliseurs, etc., et toutes ces choses-là qu'on raréfie parce qu'on peut assez facilement montrer du doigt la personne, une personne en particulier qui est à l'origine de ce problème-là, donc finalement on n'est pas soi-même à blâmer, et finalement les conglomérats du pétrole et ce qui s'appelle les cartels, j'invente pas, c'est le mot en anglais pour définir les entreprises autour du pétrole, le cartel qui finalement profite énormément de toute cette aubaine-là pour restaurer ses profits par rapport à ce qui avait été fait sur l'année 2020 qui était plutôt mauvaise. Maintenant, en 2021, il y a eu des profits qui ont été excellents, et je vous l'avais montré aussi sur la chaîne en vous montrant les profits de certaines compagnies d'Arabie Saoudite, mais aussi d'autres comme ExxonMobil, etc., qui ont eu des très bons earnings et qui ont eu des très bons profits sur cette année. On peut imaginer que ça va être encore mieux cette année-ci. Le pétrole, aujourd'hui, commence à corriger, et ça, c'est l'effet de la main invisible du marché, qui tout simplement price une récession, donc se dit qu'il y aura moins de demandes en pétrole, et c'est tout à fait normal. Et donc, du coup, on va dire que aujourd'hui, si on doit parler d'une manière un peu libéraliste, les choses se font naturellement, mais tout ça n'est pas bien entendu la volonté de ces personnes-là qui sont ici actionnaires ou décideurs dans ces grosses entreprises. Donc pour le moment, moi ce que je vois, c'est une inflexion effectivement de la demande. La Fed, tant qu'on n'arrivera pas à une inflation autour de 3%, je dirais, continuera d'augmenter ses taux. Ce qui continuera de dire que finalement l'argent
est mieux rémunéré. Quand l'argent est mieux rémunéré, vous avez tendance à vous dire qu'il y a une sorte d'effet d'aubaine, surtout quand les actions corrigent énormément, donc c'est un petit peu un cercle vertueux ou vicieux, qui vous fait dire tout simplement je sors des actions, je sais que dans un certain temps, donc une fois par an, je prendrai, ici en l'occurrence on est à 1,75%, on va bientôt passer à 2,50, on pourra potentiellement aller à 4, si la Fed doit le faire, elle ira même à 5, c'est pas du tout vraiment ici la question, 5% de taux d'intérêt, ça a déjà largement été fait, je crois qu'on est déjà monté autour de 10% dans les années 70. Donc du coup, ici, il faut effectivement complètement cracher l'inflation. Mais vous avez compris ici dans le mécanisme que cette invasion de l'Ukraine, finalement, est arrivée un petit peu comme un caillou dans la chaussure. Et après, finalement, a été vue comme une aubaine potentiellement par les cartels. Et donc du coup, c'est présenté un petit peu comme une opportunité qui elle-même, par la suite, finalement, a donné le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Pour le moment, moi, je vois une inflexion pour bientôt de cette partie-là, ici. Donc, je pense que le pic d'inflation n'est pas loin. Et pourquoi c'est important de comprendre où en est le pic d'inflation ? Tout simplement parce que quand vous regardez les courbes, vous vous rendez compte qu'en 73, le pic d'inflation correspondait exactement au bottom de marché. C'est pas la Fed qui va dire quand est-ce qu'on a eu un bottom de marché sur le S&P 500. C'est réellement le premier pic d'inflation. Il y aura probablement 2 pics d'inflation, c'est-à-dire qu'au premier pic d'inflation, la Fed va pivoter, ensuite l'inflation donc va corriger pendant un certain temps, ensuite on va repartir sur un contexte inflationniste et lui sera maîtrisé beaucoup plus vite, c'est en général comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que c'est comme un ricochet, ça rebondit en général 2 fois. Enfin, c'est ce qu'on a vu dans le passé en tout cas, en 1945 et en 1973, qui étaient tout à fait des chocs pétroliers, comme on peut avoir aujourd'hui. 1945, énorme demande pour le pétrole, donc du coup, tous les prix augmentent tout simplement parce que c'est un choc pétrolier également. Et 73, entente des pays de l'OPEP, qui refusent, qui eux-mêmes se mettent ensemble pour dire, de toute façon, on va fermer un petit peu les robinets et on va arrêter de faire du pétrole à outrance pour tout le monde. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce graphique-là en particulier. J'espère que ça vous a plu déjà, que c'était de temps en temps du contenu qui n'est pas forcément autour de Bitcoin, mais plutôt autour de la Fed et des mécanismes matières premières, demande, etc. Donc voilà, dites-le en commentaire si c'est le cas, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce type de contenu vous plaît. On passe maintenant sur le prix du Bitcoin. Prix du Bitcoin, là on est en monthly, on va en profiter pour voir qu'on est pile poil sur la clôture ici du 1er novembre 2020. Mais aussi sur l'ATH du 1er décembre 2017. Donc vous le voyez là, on est vraiment à des niveaux nominaux, on va dire, assez intéressants. On a le P-Cycle Bottom, je crois, qui a flashé hier. Donc ça, c'est intéressant à voir aussi. En daily, en général, le P-Cycle Bottom, si je me mets sur l'index, vous allez le voir. Il est là, tac. En général, donc vous voyez là on a un cycle bottom ici. Ici, il a marqué le top et c'était sur le premier top de avril. Si on recule ici dans le temps, le bottom de 2018 avait été plutôt bien trouvé, vous le voyez là, il était quasi au jour près. Le bottom de 2018, c'est ça. Et le top de 2017 avait été très bien trouvé aussi. Donc c'est un indicateur qui est relativement fiable dans le temps, en tout cas pour le moment de ce qu'on peut en voir. Ici, on a un bottom qui à une semaine près avait été trouvé aussi. Vous voyez que 268 vers 170, on a quand même moins 50% derrière. Le top de 2013, parfaitement trouvé aussi, quasiment à quelques semaines près. Et puis le top de, ça c'était 2013, premier top de 2013 également. On a un plus 50 derrière, mais voilà, globalement on peut dire que cet indicateur, je sais pas si on en a avant, non, on n'en a pas avant, cet indicateur globalement est relativement fiable pour les top et bottom, malheureusement sur certains moments quasiment à 50% près, mais vous voyez que c'est quelque chose qui peut être relativement fiable. Qu'est-ce que c'est que le P-Cycle Bottom ? Alors pour trouver les bottoms, c'est une différence entre la moyenne 150 jours et la 471. Et donc voilà, c'est des comparaisons de moyenne tout simplement, une sorte de biais.
Et puis sur les tops, c'est une formule un petit peu plus compliquée que je ne saurais vous détailler là tout de suite. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais pas si j'en ai parlé, mais on a eu une pleine lune, c'était hier je crois aussi, donc événement plutôt haussier s'il en est. Voilà, après c'est pas toujours le cas, mais bon, si on affiche ici cet indicateur de pleine lune, il peut arriver que les pleines lunes soient haussières, et ça a été plutôt le cas en matière statistique. Sur cette grosse descente, je dirais qu'elles n'ont pas extrêmement bien marché. Bon, vous voyez que là elle est haussière, là elle est semi-haussière, ici elle est relativement haussière, beaucoup moins bien marché que quand on était en bull run, hein. En bull run, vous voyez qu'à chaque fois qu'on avait une pleine lune, c'était vraiment une aubaine de trading. Là pour le coup, en ce moment sur la vague actuelle, je dirais que c'est plutôt un catalyseur ou quelque chose d'éventuellement plutôt qui a trait au rythme un peu cyclique de Bitcoin, au mois le mois peut-être. Voilà, en tout cas pas vraiment d'avis métaphysique là-dessus, mais j'ai tendance à l'afficher parce que ça marche plutôt pas mal. Voilà, les bandes de Bollinger en daily qui commencent à se resserrer un petit peu, c'est normal, on consolide, donc c'est souvent comme ça que ça se passe, et puis ensuite on a un gros mouvement, soit vers le haut, soit vers le bas. Pour le moment, moi, de ce que je regarde en chartisme, on est toujours dans cette correction parallèle. C'est-à-dire que où elles sont les bandes de Bollinger? Elles sont là. On va regarder. Ah, on a un sell en daily sur le parabolique SAR, donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que ici le parabolique SAR a commencé à flasher en selling. Vous le voyez, pour le moment il a été assez propre, hein. Bon, il lag un petit peu, hein, bien entendu, hein. C'est un indicateur qui lag. Il marche beaucoup moins bien en consolidation qu'en tendance franche. Donc peut-être que c'est pas vraiment le moment idéal pour utiliser cet indicateur-là. Mais en tout cas, on a un sell là, donc ça c'est quelque chose d'intéressant aussi éventuellement pour ceux qui veulent se positionner en short. Par rapport au momentum en daily, pas de divergence notable ici sous le prix. Pas de divergence non plus. Ici, vous voyez que le momentum d'achat qui se calme, donc on va peut-être passer bearish ici, on a eu un point de vente sur le market cipher ici en daily également. Vous voyez qu'ici on était en train de remonter, on n'a pas réussi à repasser en money flow positif, ça c'est le money flow, le rouge. J'ai fait tout un tuto sur le market cipher, n'hésitez pas à aller le voir. En weekly par contre, point très engageant, donc sur du long terme, hein, moyen terme on va dire, vous avez un point d'achat ici sur le cipher et un money flow qui remonte, donc ça c'est plutôt vraiment une bonne chose. Ça arrive que 3-4 fois dans l'année, donc c'est suffisamment important pour le souligner. En weekly on a un récit qui est complètement en train de chercher du pétrole lui aussi pour le coup, et on a un momentum vendeur qui se calme, donc on va peut-être croiser bientôt bullish ici, donc c'est plus joli en weekly que ce que ça l'est en daily, donc peut-être quelques jours ici fin de semaine à corriger, et prochaine semaine qui va bien. Cependant, prochaine semaine, qu'est-ce qu'on a? On aura les earnings. Les earnings, c'est tout simplement non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Alors c'est pas grave, je vais vous les retrouver. Pourquoi j'ai pas gardé mes earnings là? Bon, c'est pas grave, on va regarder là. Peut-être que je peux le retrouver comme ça. Hop. Bon, c'est pas grave. Globalement, on va dire que cette semaine, on les a pas encore. C'est plutôt des earnings financiers, mais la semaine prochaine, on aura tous les earnings qui concernent la tech, les Tesla, Microsoft, Meta et compagnie, et qui peuvent faire bouger éventuellement le S&P, qui lui-même est quand même pas mal corrélé à Bitcoin, donc c'est quelque chose qu'on va surveiller. Les earnings, c'est tout simplement les profits des entreprises sur le premier semestre 2022. Donc voilà, on est toujours dans cette correction parallèle ici, donc ça c'est pas très bon, ça s'appelle un bear flag, et ça serait pas mal d'en sortir. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on pourrait imaginer ici qu'on a juste une correction ici en flat, c'est ça en général un bear flag, en Elliott ça s'appelle une flat, et ici voilà une correction en running flat, et puis derrière on redescend, c'est-à-dire qu'on fait une 1, 2, 3, 4, 5 à la baisse. Voilà, ça c'est la figure qui pour l'instant est en train de se poser. Vous vous rappelez qu'on avait vu un triangle au début, et puis après on a dit ah attention, regardez, ça a l'air plutôt de ça, etc. Pour l'instant, on va dire la bonne manière de voir les choses, je dirais, c'est tout simplement d'acheter les supports, vendre les résistances et attendre que tout ça prenne forme. De toute façon, ici, à partir du moment où on identifie bien, on va dire les bornes,
Voilà, il n'y a que du petit trade ici pour moi à faire, voilà, du petit trade daily. On a quand même une petite amplitude dans le range, hein, c'est-à-dire qu'on a ici, si on prend 18,6 et 21, 22, peut-être un peu moins, voilà, on a 2500 $ là ici d'amplitude à prendre. Donc voilà, pourquoi pas en profiter ici. Le prix peut tout à fait ici, et vous le voyez, on est en train de se balader ici autour de cette ligne que moi j'avais identifiée comme étant une potentielle épaule tête épaule, cette ligne là qui maintenant l'épaule tête épaule est invalidée, hein, puisqu'on a réintégré la figure, cette ligne là qui peut jouer un peu comme une ligne de tendance, donc regardons bien ça. En ce qui concerne le carnet d'ordre, rien de bien folichon, très peu d'ordre ici à l'achat juste en dessous, c'est à dire que les ordres à l'achat sont plutôt positionnés autour des 19, très peu d'ordre à la vente, on est bien sur le contrat Binance USDT, oui voilà, vous voyez très peu de liquidité, très peu liquide en ce moment, vraiment pas beaucoup de choses qui se font, c'est l'été, donc du coup voilà. Pour demain 9h on aura un max paying price à 19 500, donc ça appelle plutôt à une latéralisation autour du prix auquel on est là. Et pour ce qui est des niveaux à prendre en long et short en levier, je vous les ai déjà notés, il s'agit des 20 400 à prendre au dessus, vous voyez que là on a eu un fort niveau de short avec augmentation de l'open interest et diminution du funding, et ici on avait l'inverse, c'est-à-dire augmentation de l'open interest, augmentation du funding, donc on aura un niveau de long à prendre. Globalement, le prix est où là? Il est par là. Globalement, moi ce que j'identifie là, c'est un plus ou moins 1000 $. La question étant, comment se porte le CVD au spot? Le CVD au spot qui, à l'instant T, est plutôt baissier, je dirais, ou en tout cas, il latéralise, mais baissier. Donc, du coup, pour moi, on a plus de chances ici de venir chercher les 19,6 et ensuite les 19,2, voire les 18,765 que d'aller en haut. Sauf si, bien entendu, tout d'un coup, une news sort, le volume au spot se réveille et voilà, là, on ne vient pas chercher ces longueurs. Mais j'en doute, pour le moment je suis plutôt baissier, même si j'appelle pas tout de suite aux 15 000 $. Vous savez que personnellement mon avis c'est qu'on ira aux 30 000 avant d'aller aux 10 000. Eh bien pour l'instant je serai plutôt baissier, donc pour un retest des 18,6 à minima. Qu'est-ce que nous dit iBlock? Il nous dit, on va rafraîchir pour qu'il nous dise quelque chose, ça serait déjà peut-être quand même une bonne idée. Qu'est-ce que nous dit iBlock? iBlock nous dit, là, il y a eu du mouvement, il y a eu des très grosses positions d'ouvertes, vous le voyez, et en l'occurrence, ces très grosses positions sont tellement grosses que depuis les 5 derniers jours, où on était beaucoup shorté, elles ont quasiment annihilé le delta de shorter en plus. Donc là, on a autant de shorter que de longueur au-dessus des pieds. iBlock nous dit que la zone de densité, vous la voyez, elle est ici, là, excusez-moi, 20 700, donc plus 1000. Et la zone de densité en dessous, moi je la qualifierais d'être plutôt plus ou moins par là, 18 600. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, plus 1000, moins 1000, c'est exactement plus ou moins l'idée ici. Voilà, on n'est pas forcé. Après, ça dépendra bien entendu également de ce qui va se faire derrière. Sur Kingfisher, on va faire un refresh aussi, même si je l'avais refresh il n'y a pas très longtemps, c'est pas grave. Sur Kingfisher, qu'est-ce qu'on peut voir également ? Et désolé, vidéo un peu longue, mais bon, voilà, ça prend du temps parfois de rentrer dans le détail et de bien expliquer les choses. Parfois, il vaut mieux perdre 5 minutes et comprendre un concept que d'essayer d'aller trop vite et puis de ne pas l'intégrer. Là, en l'occurrence, Kingfisher nous dit plutôt moins 500 pour prendre cette grosse tour là ici de liquidité. Ça nous emmènerait, je pense, vers les 19,5. Et puis, moins 19,2, on va dire 19,3, là on prendrait ça. Et puis à l'inverse, remonter autour des 21, autour des 21 peut-être, pour venir prendre l'autre tour en face. Kingfisher identifie plus de longueur en ce moment en levier, donc c'est normal, hein, sur des bottoms, beaucoup plus de gens qui longuent. Est-ce que c'est le bottom tout de suite, ou est-ce qu'on va devoir prendre ces mecs-là pour vous marquer un bottom et faire enfin les épisodes de liquidation qu'il faut? Eh bien, vous en saurez en partie demain pas mal de choses, puisque demain je ferai une vidéo Glassnode sur un petit peu les dynamiques, notamment les mineurs qui sont en ce moment en train de capituler, et je trouve que cette dynamique-là est extrêmement intéressante. Donc là, on a fait le sentiment, vite fait un tour sur les news.
Le dollar, la parité euro-dollar qui descend, vous voyez qu'on a tapé apparemment là le 0,99,5, donc on a perdu la parité euro-dollar momentanément, peut-être même qu'on est en dessous là actuellement, donc ça c'est quelque chose d'intéressant à surveiller, hein. Ça va dans le sens un petit peu de ce que je vous expliquais par rapport à la guerre en Ukraine, etc. Est-ce que finalement cette diminution de l'euro va réattirer un petit peu, va doper un petit peu les exportations en euros, les choses comme ça, etc. Et finalement, comme les choses assez d'une manière générale, les choses dans une économie où vous importez tout, ce qui est un petit peu notre cas, bah bien évidemment, une dévaluation de votre monnaie n'est pas quelque chose de très très bon. Dans un pays de tourisme, si jamais on en avait été encore un, eh bien c'est plutôt une bonne chose que d'avoir une monnaie faible, puisque vous allez avoir, je sais pas moi, des Américains qui vont venir vouloir acheter des maisons ici, puisque ils auront gagné 20% ici sur leur investissement. Acheter un appartement à 10 millions d'euros à Paris vaut désormais 10 millions de dollars. Il y a du bon et du mauvais dans tout. Là, en l'occurrence, je pense qu'on est plutôt sur du mauvais, étant donné le côté interconnecté et l'agrégation de services qu'on peut avoir dans notre économie. Mais c'est quelque chose que Enfin, à voir dans le temps. Mais je pense que là, ici, nous, on fait les frais, tout simplement, d'une politique mondiale qui est ce qu'elle est. JP Morgan, donc là on a les earnings en ce moment, je vais expliquer. JP Morgan qui apparemment n'a pas affiché des très bons profits, donc du coup son action qui dévisse. Ici Celsius qui se met dans le chapitre 2 de la banqueroute, ce qui veut dire, je crois, qu'on est sur plus ou moins le côté, c'est pas liquidation, mais en tout cas restructuration, voilà, un plan de restructuration qui pourrait rebénéficier. On sait que Celsius a remboursé déjà pas mal de choses en déstaquant certains des assets qu'ils avaient. Voilà, à voir ce que va dire là, vous voyez, on a cette news comme quoi Celsius est totalement insolvable. Donc à voir ce que vont se faire les choses. En tout cas, au moins, ils ont le mérite d'être là, contrairement à Three Arrows Capital, qui a sauté dans un avion et dont on ne sait pas où ils sont. 14% des Saoudiens qui sont des investisseurs crypto et 76% d'entre eux ont moins de 1 an d'expérience dans le crypto-investissement. Et bien, voilà, news intéressante. Ça veut dire qu'on va vers l'adoption en Arabie Saoudite. Et ici, beaucoup de demandes, j'ai vu ça aussi du côté de l'Europe, pour faire... là, vous le voyez ici aussi, la Banque Centrale Européenne qui demande une régulation rapide sur les stablecoins et les DeFi qui ne sont pas contenus dans le MiCA version qui a été plus ou moins acceptée ces derniers temps. Donc, à voir comment ça va se faire. Pas grand-chose sur le calendrier économique à venir. Ici, on avait déjà lu cet article ensemble sur MarketWatch. La plus grosse inquiétude n'est pas une inflation prolongée, c'est une déflation. Ouais, bon, franchement, sincèrement, oui, parce que ça veut dire crise, parce que ça veut dire éponger ici, vraiment, ça veut dire tout simplement que les entreprises n'ont pas de rentabilité, et les entreprises, ce sont elles qui vous payent vos salaires, effectivement, mais je suis pas tout à fait sûr que dans les niveaux dans lesquels on est là actuellement, perdre quelques pourcents ne serait pas vraiment une mauvaise chose, quitte à finalement, je sais plus qui c'est qui disait, il vaut mieux une fin horrible qu'une horreur sans fin. C'est déjà quelque chose que j'ai utilisé sur le channel pour parler un petit peu du contexte. Voilà, pour moi, c'est vraiment le cas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. 32 minutes, vous m'en excusez, mais bah, du coup, il y avait quand même ici, je pense, que des choses à dire sur l'inflation. Et je pense que c'était intéressant de regarder l'historique depuis le début du Covid, quels ont été les tenants, les aboutissants, comment se sont fait un petit peu les choses, etc. Demain, on fera du Glassnode, je pense. Peut-être que dans la journée, si j'ai le courage, je vais reposter une vidéo sur une altcoin. Désormais, je vais séparer les vidéos études Bitcoin et études d'altcoin, je pense, histoire de rentrer un peu plus dans le détail sur les deux vidéos. Et puis, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Vidéo donc dédiée à l'inflation par rapport à la news qu'on a eue hier. Et du coup, ça m'a fait plaisir de le faire parce que c'est des choses qui m'intéressent. Et puis, à partir de là, voilà, sur l'instant T, vous l'aurez compris, moi, je suis plutôt baissier sur Bitcoin. Potentiellement, revenir faire un bisou à ce potentiel support ici, c'est-à-dire les 19 600, rebondir dessus et repartir. Néanmoins, tout dépendra, bien entendu, de ce que nous dit le marché, c'est-à-dire la cohorte d'êtres humains et quelle est leur vision du déséquilibre entre l'offre et la demande. Est-ce qu'ils considèrent que acheter du Bitcoin ici instant T à 19 800 est un bon deal ou pas?
Voilà, j'ai pour habitude de demander en fin de vidéo des commentaires à la con, c'est-à-dire les gens qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin répondent à des commentaires complètement débiles de manière à voir et à converser sur d'autres choses que le Bitcoin. En l'occurrence, le commentaire du jour aujourd'hui sera... est-ce que vous avez des collections? Est-ce que vous collectez des choses? Est-ce que vous avez des collections chez vous? Et si c'est le cas, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que vous aimez posséder en nombre et sous forme de rareté, etc. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Venez nous rejoindre sur le Discord dont le lien sera en description. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin, peut-être détaillé au travers d'autres concepts. Je pense que ça sera demain du Glassnode et du mineur, des vidéos autour des mineurs principalement, dont certains sont en train de capituler en ce moment. Et il y a des choses très intéressantes à regarder de ce côté-là. Je vous souhaite une excellente journée à tous. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. À très bientôt.